Bonjour les amis, bonjour YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. J'espère que tout marche bien, le son, les réglages et tout ça. Ça a l'air de marcher. On va croiser les doigts. Voilà, on va croiser les doigts. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un phénomène qu'on retrouve euh, pas de plus en plus, mais qu'on retrouve maintenant. Je pense pas que ce soit une vidéo qui va être très longue. Et puis j'ai pas toutes les réponses. En fait, c'est la question. La question qui me vient à l'idée, c'est quel est l'impact des rééditions de jeux qui existent. Parce que on est déjà, il y a une sur-publication en ce moment là de jeux de société depuis un petit moment déjà, où il y a un petit peu des embouteillages. Où moi, ce qui pourrait m'inquiéter, c'est le fait qu'à travers cette masse de jeux édités, qu'il y en ait un ou deux qui soient vraiment très très bons et qui ils passent comme ça et on les aura pas vus passer. Ça, c'est un premier point. Bien que il y a maintenant des outils médias qui peut-être font en sorte de les mettre en lumière ou des sites qui font référence qui pourraient éventuellement les mettre en lumière aussi. Donc, bon, il y a moins de chances qu'un jeu passe inaperçu. Et puis, il y a l'effet bouche à oreille. Il y a encore cet effet-là qui fait que peut-être qu'un jeu qui n'a pas une communication très forte, vous savez, je prends toujours l'exemple du petit gars qui fait son jeu dans son coin, là, et qui fait un petit KS. Et son jeu marche formidablement bien, et vous avez à l'arrivée un Gloomhaven, par exemple. Alors on aime ou on n'aime pas, mais toujours est-il que c'est une vraie réussite commerciale, je pense, pour cet éditeur. Voilà. Euh, et puis, euh, et puis voilà. Donc je voulais m'interroger en fait sur quel est l'impact d'une réédition dans cette masse de jeux qui sont publiés. On a en plus maintenant des rééditions. Je vais prendre deux exemples pour illustrer mon propos pendant cette vidéo. J'aurais pu prendre Port-Royal par exemple, mais j'ai moins travaillé sur Port-Royal que sur l'autre. L'autre, celui que je vais prendre pour illustrer, c'est Libertalia. Libertalia qui a été réédité récemment. Alors pourquoi, comment, etc. Moi, j'ai pas les explications, j'ai pas des contacts chez Asmodée pour savoir pourquoi ils ont réédité Libertalia. Toujours est-il que c'est pour moi, à mon avis, un bon jeu, mais qui a fait peau neuve sous une nouvelle forme. Et en fait, la question qui me vient, c'est est-ce que c'est voulu par l'éditeur d'avoir complètement remodelé le jeu? Est-ce que le créateur a été dans le processus de cette parce que le jeu, au niveau du look, change de tout au tout. Alors il y a des côtés très bien, des côtés peut-être moins bien. L'aspect visuel, ça plaira à certains et ça déplaira à d'autres. Moi, je suis pas là pour juger. Moi, personnellement, si vous voulez, mon ami, j'aimais plus l'ancienne édition, le look de l'ancienne édition que celui-là. Mais dans cette nouvelle édition, le matériel a l'air beaucoup mieux. Je vais prendre quelques exemples parce que là, pour le moment, ça ne vous parle pas du tout. Donc, à la base, Libertalia, voilà, c'est ça. Là, j'ai mis une photo qui représente bien. Bon, excusez les pubs, hein, je suis tombé sur un site où il y a des pubs de partout, encore une fois. Une photo qui représente bien ce qu'est le jeu. Il y a Giclette, voilà, qui a Libertalia, pillage de butin, qui avait fait une critique sur le jeu. Les plus, les moins, etc. Très bon site. Et voilà, elle avait mis quelques photos pour illustrer. Vous allez voir, alors je vais prendre cette photo-là par exemple pour illustrer. Ça, c'est les pions de butin. Je vais en prendre une autre photo. Je vais vous prendre les personnages par exemple. Voilà, ça c'est les personnages. Donc vous voyez, il y avait un aspect de carte et de matériel. Voilà, bon, c'est du marronage, donc il y a des belles illustrations. Enfin, à mon goût, encore une fois. Hein,
Et on avait, voilà, la boîte c'était comme ça, voilà, on avait de quoi ranger les cartes, vous voyez là, les cartes, les petits jetons, etc. Un bon petit jeu, voilà, qui se vendait à l'époque, je pense, en dessous de 50 euros. Aujourd'hui, la réédition du jeu tourne autour de ce prix-là. Est-ce que ça en fait un jeu cher ou pas cher, je ne sais pas. Toujours est-il que maintenant, voilà la couve du jeu. Est-ce qu'on avait une photo de la couverture? Je cherche une photo de la couverture, voilà. Ça, c'était l'ancienne couverture. Et maintenant, hop, nous avons la nouvelle, ici. Voilà. Vous voyez, rien à voir. Changement total de relooking, on va dire, hein. Au niveau aussi du matériel, alors j'ai pris par exemple le site du Passe-Temps là qui nous fait toujours de belles photos. Voilà, vous voyez là les personnages. Alors je sais pas si on les voit bien à l'écran. Je sais pas zoomer, donc forcément. Voilà, en fait c'est un style cartoon avec des personnages qui sont devenus des animaux. Donc voilà. Après, la lecture des cartes est différente aussi. Vous avez toujours ici le coût de résolution de l'action, puisque c'est un jeu où on va résoudre les actions de ces personnages dans l'ordre de ce montant-là qui est en haut, c'est-à-dire le 33 ben, va arriver en dernier, le 2 va arriver en premier, on résoudra les actions du 2, puis on passera comme ça dans l'ordre des personnages qui auront été joués. Tout ça pour ramasser des butins, butins qui sont... Ah oui, il y a un zoom là. Oui, non, c'est un zoom qui zoome pas en fait, hein, puisque l'image est à la même échelle. Bon, c'est pas grave. Euh, alors voilà, au niveau du matériel, vous voyez, le matériel, j'avais pris un autre exemple, je crois. Voilà, ici, voilà, le matériel, les jetons butins ne sont plus simplement maintenant des petits marqueurs en carton, ce sont des objets en bakélite, là, plastique, très joli, très agréable au toucher à mon avis. Un peu à la Azul, là, vous savez, vous avez un petit plaisir de manier ces carreaux. Et donc là, je pense que c'est pareil. Très bien aussi avec un code couleur, etc. C'est nettement mieux que ce qu'il y avait avant. Voilà, ça c'était les jetons avant. Voilà, ça c'était les jetons avant. Et là, vous avez la photo des jetons maintenant. Bon, bah ça, il y a un gros plus. Au niveau du looking des personnages. Alors, au niveau du look des personnages, vous voyez, ça c'était le look du jeu avant. Maintenant, on a... Je me perds dans mes images. Voilà, vous voyez là le collector. Voilà, on a maintenant des personnages qui sont devenus des animaux. Pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est un choix éditorial, pourquoi pas. Ce qui me pose question, c'est qu'on a de plus en plus, en ce moment, là, des éditeurs qui deviennent peut-être frileux à impliquer des personnages humains. C'est curieux, là, je me fais une réflexion parce qu'on a eu les jeux comme Everdell, vous savez, des jeux comme ça où on joue du très choupi, là, hein, de la BD qui reprend des animaux. Et puis, les animaux, c'est plus consensuel par rapport aux personnages humains. Vous savez, les personnages humains, là, alors est-ce que les éditeurs deviendraient frileux? C'est une question que je me pose, voilà, j'ai pas la réponse. Est-ce que les éditeurs deviendraient frileux à mettre des jeux qui représentent des personnages humains parce que on a une petite tendance là euh, c'est des sujets compliqués à aborder, mais s'il y a une raison pour lesquelles on a de plus en plus de personnages qui ressemblent à des animaux ou qui ressemblent à des caricatures de personnages humains, moi, je me pose la question. Voilà, je me pose la question, est-ce que c'est pas par frilosité des éditeurs ou pour atteindre une autre type de clientèle? En tous les cas, là, il y a forcément un choix délibéré de changer du tout au tout. C'est-à-dire d'avoir un packaging à la pirate qui ressemble aux pirates de l'époque tels qu'ils devaient être, les pirates de l'époque. Je mets des guillemets partout, hein, parce que vous savez que il y a la police de la bien-pensance partout là en ce moment.
Donc je mets des guillemets partout, je m'interroge, voilà, je m'interroge sur le fait. Alors moi je dis pas que c'est plus beau ou moins beau, hein, le jeu il reste lui-même, mais on a changé de look, voilà, on a changé de look. Alors, je voulais faire un parallèle aussi avec les critiques de jeux et l'impact que peuvent avoir les gens sur les critiques de jeux. Vous savez, on est dans un petit monde sous chloroforme là en ce moment, au niveau du YouTube du jeu. De moins en moins pour certains, mais de plus en plus pour d'autres. Donc là aussi, je m'interroge sur l'impact. En ce moment, je suis en train de travailler sur une formation de vendeur, sur l'impact des mots ou l'impact de l'argumentation du vendeur. Bon, tout ça, c'est assez technique, mais je voulais faire un petit parallèle avec le jeu de société et les youtubeurs qui parlent de jeux de société. Ah oui, là j'avais fait une petite recherche sur l'éditeur qui s'appelait Marabunta à l'époque, qui était un éditeur qui avait fait Ascension, qui avait fait Hyperborea, Mash Knight, etc. Il avait fait des très très bons jeux et c'était le sous-éditeur d'Asmodée ou un éditeur ou une branche d'Asmodée à l'époque. Il m'étonnerait pas qu'il y ait du croc là-dedans. Quand je vois Ascension, Libertalia, etc., c'est des jeux avec un univers bien particulier, très mature, etc. Et là, on est passé d'un modèle à un autre modèle. C'est curieux. Voilà, j'ai fait des petites recherches sur Marabunta. J'ai pas trop trouvé, je pense que ça n'existe plus. Tous les cas, ils avaient fait des bons jeux, enfin, quelques bons jeux. Voilà. Euh, Et sur Asmodée, il y a, voilà, Asmodée, Marabunta. Là, c'était un article que j'avais retrouvé parce qu'ils étaient présents au Festival de Genève en 2013. Voilà, depuis, plus signe de vue de Marabunta. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que en parallèle, donc, je faisais un module sur l'impact des mots et de l'argumentation sur les youtubeurs. Et je voulais vous illustrer ça. Alors, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Oui, voilà. Sur l'impact des youtubeurs quand ils parlent de jeux. Vous avez différents profils de youtubeurs. Il y en a qui ne sont quasiment pas existants. Et je trouve ça dommage. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois, c'est une vidéo où j'ai pas forcément les réponses, mais c'est une chaîne qui parle de l'univers du jeu de société et des questions qu'on peut se poser autour de l'univers du jeu de société. Ici, on a une échelle de 1 à 10. Alors j'ai fait, je sais pas si vous voyez à l'écran, une échelle de 1 à 10. J'espère que vous voyez le marqueur de la souris, mais je suis pas sûr du tout. Une échelle de 1 à 10, c'est la façon, par exemple, de noter les jeux. Et 5, c'est la moyenne, on va dire un jeu moyen. Et puis 10, c'est un jeu excellent, du 8-8 sur BGG, voilà. Et puis 1, c'est vraiment pas bon. J'ai pas utilisé d'autres termes, vous avez vu que j'ai fait du soft. Hein. Euh, la plupart des youtubeurs qui parlent de jeux, ils sont dans un profil qu'on va dire positif. C'est-à-dire que alors j'ai pris 33 par exemple, 33. Sur 33 jeux qu'ils vont noter, ils vont en trouver un bon gros nombre d'excellents, ou du moins un petit peu en dessous d'excellents, voilà, très bon. On pourrait dire très bon. On pourrait dire bon, voilà. Donc on a du 10, du 7, du 6, du 4. Et après on a du jeu moyen ou du jeu dont on ne parle pas. Voilà. Et puis les jeux mauvais ou les jeux pas bons, il y en a quasiment pas ou très peu, ou du moins sur 33, on va peut-être pas en trouver. Bon voilà, on va dire un profil positif. Voilà. Est-ce que ce profil positif a de l'impact ou pas sur des actes d'achat? Bah, je vais vous dire, ça dépend des gens qui regardent les vidéos, en gros. Mais j'ai tendance à croire, j'ai tendance à penser que ce profil-là finit par ne plus avoir d'impact, ou finit par perdre son audience. Je m'explique, à force de dire que tous les jeux sont bons, ou que tous les jeux sont excellents, ou que tous les jeux sont très bons, ben, la personne qui va regarder va perdre ses points de repère. Ok, celui-là il est très bon, celui-là il est très bon aussi, mais pourquoi celui-là serait un peu mieux que celui-là? Vous voyez, quand on a une marge de manœuvre qui est assez réduite,
c'est difficile. C'est difficile pour la personne qui va regarder. Ok, il m'a dit que ce jeu était très bon. La semaine dernière, il m'a dit que ce jeu était très bon. La semaine d'avant, il m'a dit que celui-là était excellent. La semaine d'avant, il m'a dit que celui-là était bien. Ouah, ouais, mais moi, j'ai pas un pouvoir d'achat extensible à l'infini. Hein. Je suis pas. Voilà. Je veux bien en acheter des jeux, hein, mais si je les coûte, il faut que j'achète tout ce qui bouge. Ça, c'est le profil, le positif. Le positif. Il aime le jeu. euh, il va plaire aux éditeurs parce que tous les jeux sont bons. Voilà, tous les jeux sont bons. Le deuxième profil, c'est la personne qui note sur 3 ou qui note sur 5. Alors lui, son échelle de valeur est assez réduite. Les jeux, c'est où ils sont bons, où ils sont très bons, où ils sont excellents. Voilà, ça c'est par exemple, vous savez, les sites où on note les jeux sur 5 par exemple, et puis quand vous feuilletez un peu, ou quand vous faites défiler les pages du site, vous avez que des 5 et des 4. Et des fois des 3. Jamais des 1 et des 2. Donc en fait, ils notent pas sur 5, ils notent sur 3. Voilà, ça c'est le profil de la personne qui note sur 3. Alors là, l'impact il est très très faible. Vraiment très très faible. Parce que là, vous n'avez pas de haut et de bas. Hein. Ou alors du moins, vous en avez très très peu. Pour faire plaisir, j'ai mis quand même un excellent et un moyen moins, on va dire. Mais l'impact il est très réduit parce que l'échelle elle est très petite. Et là, le viewer, la personne qui regarde la vidéo ou la personne qui écoute, la personne qui parle, elle est là aussi, elle a pas trop, elle a de moins en moins tendance à avoir un avis, voilà. Encore une fois, je mets des guillemets partout, hein, parce que la critique du jeu, c'est, rappelez-vous l'argumentation béton incontournable. Si je trouve ce jeu nul, c'est qu'il n'est pas pour moi. Hein. Rappelez-vous cette phrase immuable de Monsieur Fall à l'époque, hein, ne dites pas que ce jeu est mauvais, dites qu'il n'est pas fait pour vous. Voilà, on est ou on n'est pas d'accord, mais ça reste la bien-pensance du secteur ludique. Euh, Ensuite, vous avez le fan absolu. Alors le fan absolu, c'est le profil numéro 3. Lui, le fan absolu, tous les jeux sont bons. Lui, il y a vraiment très peu de mauvais jeux. Alors lui, il note pas sur 3, il note sur 2 pratiquement. Hein. C'est ou excellent ou très bon. Alors, c'est souvent la personne qui est dans... Alors là, je vais généraliser, hein, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais c'est souvent la personne qui est dans le milieu du jeu depuis pas très très longtemps et qui tout d'un coup est passée de la bonne paye à Agricola ou à Dune. On va rester dans l'actualité, on va dire. Hein. Il est passé du Monopoly à Dune. Donc là, forcément, il y a un chamboulement dans sa tête. Là, forcément, il vient de découvrir en un seul jeu le deck building, le placement d'ouvriers, le bluff, l'argumentation, etc. Le jeu avec positionnement, on peut s'attaquer, etc. Wow, là, pour lui, c'est Hiroshima dans sa tête. Il vient de découvrir la 5e merveille du monde. Mais c'est normal. C'est normal. Il est passé d'un jeu, entre guillemets, basique. Je dis la bonne paye, j'aurais pu dire Monopoly, je ne sais pas, d'autres jeux, on va dire classiques, à un jeu de société moderne. Voilà, ce qu'on appelle les jeux de société modernes. Et là, forcément, maintenant, tout ce qu'il va découvrir, tout ce qu'il va voir, par rapport à ses références anciennes, c'est forcément quelque chose de fabuleux. Ensuite, le profil numéro 4, vous avez le négatif. Alors ça, le négatif, c'est le ronchon. Ça pourrait être moi. Non, je ne pense pas me retrouver dans le négatif. Parce que, à la base, j'aime les jeux de société quand même. Hein, faut quand même et j'y joue beaucoup. Donc, le négatif, il aura aussi très peu d'impact parce que lui, il aura du mal à trouver un très bon jeu. Le négatif, il est ronchon par essence. Il faut vraiment que ça dépote pour qu'il arrive à trouver un jeu excellent. Alors, le négatif, lui, sa moyenne, elle est relativement basse. Hein. Lui, à la base, le jeu, il est moyennasse, voire moyennasse en dessous. Mais il achète des jeux quand même. Il achète des jeux. Alors, j'allais dire, est-ce que c'est souvent... C'est des gens qui sont très spécialisés dans un domaine. Ça peut être les acheteurs de KS avec figurines en plastique, par exemple.
Bah forcément, s'il n'y a pas de figurines en plastique, s'il n'y a pas de baston et s'il n'y a pas de... Le jeu, il est moyenasse à côté. Hein. C'est des gens... Azul, ça va être très très moyen. Hein. Ça va être très 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 très, très moyen. Et puis d'autres jeux avec figurines, ça va être excellent. Je cite pas de nom parce que je vais faire des vexés. Donc, donc là, ce profil-là, il est cantonné à un jeu. Ça peut être le passionné de jeux d'ambiance. Hein. Le passionné de jeux d'ambiance, et puis vous le faites jouer à- ça va être compliqué de trouver un exemple, mais vous le faites jouer à un jeu. Parce que jeu d'ambiance, ça ne veut rien dire pour moi, mais je suis peut-être le seul. Jeu d'ambiance, ça dépend des gens avec qui vous jouez. Voilà, vous pouvez très bien jouer à un jeu dit d'ambiance, et puis si vous avez trois gars qui font la gueule à la table, ça va faire poète-poète. Hein. Donc voilà, donc ça peut être le jeu d'ambiance, mais le jeu d'ambiance, voilà, blanc manger coco, quoi. Le jeu, la bonne rigolade, on va faire des vannes bien vaseuses, etc. Bah, si vous lui faites jouer un jeu, si vous lui faites jouer à Triscarlion ou à Château de Bourgogne, il va pas s'y retrouver. Il va pas s'y retrouver. Là, il va pas prendre son plaisir à calculer, à optimiser. C'est pas ses ressorts. Voilà, c'est pas ses ressorts. Donc lui, il est très négatif sur la moyenne des jeux en général qui sortent. Ça ne veut pas dire que son esprit, son état d'esprit est négatif. Non, il est négatif sur bah, si ce jeu n'a pas ça, ça et ça, c'est un mauvais jeu pour lui. Et après, vous avez l'arbitraire. Alors l'arbitraire, là, c'est peut-être moi. L'arbitraire, il a une idée préconçue. L'arbitraire, il a son type de jeu à lui, là. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il est très tranché, on va dire. Hein. Et là, je dirais qu'au niveau des viewers, au niveau des gens qui regardent les vidéos, c'est celui qui aura le plus d'impact. Alors les gens vont très bien ne pas aimer du tout ses avis, ou vont adorer ses avis, mais au moins, ils auront une vision à lui de ces jeux de société. Et là, il me semble que c'est le meilleur impact pour en faire la promotion ou ne pas en faire la promotion d'un bon jeu ou d'un mauvais jeu. Ça va encore rester celui qui, sur les jeux qu'il va trouver moyens ou passables, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup en fait. Hein. Mais quand il va en trouver un vraiment pas bon, l'impact sera très fort. Et quand il va en trouver un vraiment excellent, l'impact sera très fort aussi. Alors, pour ceux qui vont s'identifier à la personne qui va faire la vidéo, ceux qui... alors ça peut être l'effet inverse aussi. Hein. Ah bah si lui il a adoré ce jeu, ça veut dire que moi je vais pas l'aimer. Et puis l'effet inverse sera aussi, ah bah si lui il a détesté ce jeu, moi je vais peut-être adorer. Mais l'impact sera puissant. C'est là où je veux essayer d'arriver pendant cette vidéo. C'est ayez un avis tranché. Voilà, ayez un avis tranché, mesuré, argumenté, mais un avis tranché, c'est pas forcément un jugement. Euh, c'est toujours pour moi. Pour moi, ce jeu, voilà, il lui manque ça, ou il lui manque ceci, il lui manque cela. Par contre, il a ça et il a ci. C'est toujours. Et vous savez que j'ai fait une vidéo où j'ai dit on a le droit de dire qu'un jeu est nul. Bah, évidemment, si on argumente, mais on a aussi le droit de dire qu'un jeu est nul si on a fait déjà 50 vidéos pour dire pourquoi un jeu est nul et qu'au bout d'un moment on fait une vidéo en disant bah ce jeu-là est très mauvais et vous me faites confiance donc du moins vous savez pourquoi je dis que parce que je l'ai déjà expliqué dans les 50 vidéos d'avant là pourquoi je trouve que tel critère sur un jeu est très mauvais ou voilà ou ceci et ça aura un impact beaucoup plus puissant que d'être dans une optimisation positive tout le temps. Voilà. Alors après, bien évidemment, ça dépend de qui fait la vidéo. Si c'est une vidéo faite par un magasin de jeux, bah forcément que le but c'est de vendre des jeux, ils vont pas commencer à descendre les jeux qu'ils vont vendre. Donc, mais ils peuvent quand même avoir un avis arbitraire, c'est-à-dire d'être dans le positif. Là, vous voyez quand même qu'on a du 6, du 7, du 8, c'est au-dessus de moyen. Hein. C'est au-dessus de moyen. Mais de temps en temps, il y a un truc qui cloche, quoi. De temps en temps, il y a un truc qui va pas. Alors, si on est une boutique, ben, on ne le vend pas, voilà, hein, parce qu'au bout d'un moment, le stock et la vitrine, l'exposition des jeux,
C'est-à-dire l'intérieur de la boutique n'est pas extensible à l'infini, donc il y a bien un moment où il faut faire des choix. Il y a bien un moment où, tiens, pourquoi on retirerait celui-là et pourquoi pas celui-là? Ça, c'est un problème cornélien. Hein, cornélien sur aujourd'hui, pourquoi on expose celui-là et pas celui-là? Celui-là, ça fait X temps qu'on n'en a pas vendu, on va peut-être le retirer. Hein, vous voyez, c'est des choix qui sont compliqués pour les personnes qui tiennent des boutiques. Voilà. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous parler de ça, de la réédition et de l'impact du choix sur la critique, puisque c'est ce que je viens de faire. Et je voulais vous amener petit à petit sur cette réflexion-là, c'est-à-dire dans quel outil, je me retrouve dans quoi? Dans quel profil je me retrouve? Voilà. Est-ce que je suis le positif à tout prix? Est-ce que je suis le gars qui a une échelle de valeur réduite? Est-ce que je suis le fan absolu du jeu de société? Est-ce que je suis plutôt négatif? Est-ce que je suis la personne qui a du mal vraiment à trouver un bon jeu? Ou est-ce que je suis arbitraire? C'est-à-dire, est-ce que mon idée est toute faite sur les jeux et vraiment pour me faire changer d'avis, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Voilà. Petite réflexion, petite vidéo, ça me paraissait intéressant de parler de ça aujourd'hui, voilà. Après, je vais faire un peu de pub, pour ici un podcast que j'ai trouvé sur Gus & Co. Voilà, Gus & Co. Il n'y a pas toujours des trucs très bons, mais là, il y avait un article qui était intéressant sur le boom du jeu de société. On a dit que le jeu de société avait connu un gros boom là, pendant la période Covid, mais ça dure. Ça a tendance à durer. Là, les gens, ils y ont goûté et ils y sont revenus. Et je voulais dire deux mots d'ailleurs sur l'alchimie du jeu. Vous savez qu'il y a eu un grand salon là. Ah, vous ne voyez rien du tout. Voilà, sur le boom du jeu de société. Voilà, j'ai oublié de vous faire voir l'image. Voilà, c'est ici. L'article, et c'est lié à un podcast que Le Monde a fait, du moins la partie écoutable en podcast du journal Le Monde. Donc c'était sympa de mettre en avant le jeu de société dans un journal comme Le Monde. C'est temps que la presse nationale se réveille sur le phénomène jeu de société. Voilà, ça a l'air de les réveiller. Tout ça pour dire que j'ai complètement changé de sujet. Je voulais vous parler de l'alchimie du jeu. L'alchimie du jeu qui a encore connu un gros succès. 15 000 visiteurs, je crois, ou quelque chose comme ça, ou je ne sais plus, peut-être 18 000, je sais plus. Je vais dire une connerie. Enfin bref, beaucoup de visiteurs. Je pensais pas, honnêtement, d'un point de vue vente, d'un point de vue commercial, je penserais qu'il y aurait une année avec une baisse. Je penserais... Pourquoi? Parce que quand on change de lieu, c'est difficile de faire venir les gens dans un nouveau lieu. Les gens ont leur habitude, etc. Ce qui prouve que c'est bien la nature du festival qui fait venir les gens et pas forcément l'aspect accessible du festival. Je m'explique. Avant, c'était en plein centre de Toulouse, tramway, bus, métro, voiture pour se garer, vélo, trottinette. En plein centre de Toulouse, c'était facile d'accéder au festival du jeu. Là, il est quand même maintenant dans un lieu qui est un peu excentré, hein, parce qu'il est en banlieue de Toulouse, il n'est plus dans Toulouse, il est à Aussonne-Cornebarieux, Beauzelle, dans le triangle ici situé un petit peu au nord-ouest de Toulouse, proche de Blagnac, accessible en transport en commun, par le tramway ou par la voiture. Il faudra en parler de la voiture. Mais quand on change de lieu comme ça, il y a une crainte quand même. Hein. On croise les doigts, on se dit oh là là, est-ce que les gens vont faire l'effort de venir jusqu'à ce lieu-là? Quand on est excentré, hein, vous savez, quand on est au nord d'une ville, faire venir les gens du sud de la ville ou des banlieues sud, par exemple, est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui venaient de Muret? Ça serait intéressant d'avoir comme ça un éventail de où venez-vous les gens, d'avoir des statistiques, combien de temps vous avez mis pour venir, vous venez de quelle ville, etc. Ça pourrait être intéressant comme ça de faire des statistiques pour savoir si éventuellement le fait d'avoir déplacé au nord, est-ce que ça a fait venir d'autres gens qui venaient à ce moment-là de plus au nord encore, ou est-ce qu'on a perdu des gens qui venaient du sud?
Voilà, ça serait intéressant. En tous les cas, au niveau de visiteurs, on n'a pas forcément perdu. Moi, j'avais une grosse crainte à ce niveau-là, pas du tout. J'avais une grosse crainte au niveau de la promotion du festival aussi, parce qu'il me semblait que j'avais pas vu trop d'affiches dans Toulouse. Et puis apparemment, non, il y a eu des articles dans la dépêche, il y a eu ce qu'il fallait pour faire venir les gens. Et puis apparemment, les gens qui jouent aux jeux de société, c'est des fidèles. C'est une clientèle très fidèle. Et ça a un impact pour les éditeurs. Lorsque vous avez des gens qui font du jeu de société, c'est pas une passade. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, je sais pas, demain, je peux me mettre au roller, par exemple, je vais acheter des rollers. Je vais me mettre au roller, c'est rigolo, hein, vous avez vu, à 56 ans, il va se mettre au roller. Je vais me mettre au roller, et puis je pense que ce sera une passade. C'est-à-dire ça va me durer 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Peut-être que pendant ces 2 ans, j'achèterai 2 paires de rollers. Voilà. Et puis après, peut-être que ça fera pouf, et puis je me mettrai à autre chose. Le jeu de société, une fois qu'on a mis le doigt dedans, hein, une fois qu'on s'est mis à jouer, c'est pas éphémère. Le public a l'air fidèle. Le public a l'air d'y revenir. Voilà, on y revient, on initie des gens, on se crée un cercle d'amis qui gravitent autour du jeu de société. Et ça, c'est très intéressant au niveau des éditeurs. C'est pour ça que j'ai toujours dit que les youtubeurs ont un très fort impact sur les ventes. Alors après, bien évidemment, on ne vend pas que du jeu de société à travers les boutiques et à travers les youtubeurs ou les instagrammeurs ou les influenceurs, on va dire. Non, il y a d'autres, il y a les magasins de jeux, il y a les magasins de jouets qui vendent du jeu de société, il y a les sites de vente par correspondance qui vendent du jeu de société, il y a des plateformes ou des magasins multiculturels, les Fnac, les Cultura, etc. Et donc, il n'y a pas que les boutiques de jeux spécialisées, voilà. Mais le public est fidèle. Voilà, le public du jeu de société est fidèle et du coup, le youtubeur, l'influenceur a beaucoup d'impact sur ça. Donc voilà, petit coup de pub là pour l'heure du monde avec un petit podcast qui est intéressant à écouter. Ça reste très grand public et c'est bien, voilà, de faire venir le grand public aux jeux de société. C'est bien de faire venir des gens qui ne connaissent pas ce milieu, d'initier, d'expliquer. Voilà, je trouve ça intéressant. Et puis je voulais faire une autre petite pub. Alors j'ai pas préparé de fenêtre, mais il y a l'Udema, notre ami Jérémy, qui se remet à faire des vidéos. Et comme j'aime beaucoup Jérémy, j'aime beaucoup ce qu'il fait, même si on n'est pas d'accord sur plein de trucs, mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait la discussion, la conversation, le challenge, le débat. Et ben, je vous invite à retourner sur la chaîne de l'Udema pour voir ses vidéos. Alors, il fait en plus des lives sur Twitch, donc je vous invite aussi à aller sur sa chaîne Twitch, à vous abonner, à écouter ce qu'il fait, parce que c'est toujours très très intéressant. Voilà. Donc c'était petite pub. J'ai pas préparé la fenêtre, donc je peux pas. Mais vous cherchez l'Udema, que ça soit sur Twitch ou sur YouTube, vous allez très vite y retourner. Et je vous rappelle que j'avais fait une vidéo aussi, l'Udema arrête, et ça fait chier, puisque quand il avait arrêté de faire ses vidéos, eh bien je trouvais qu'il y avait un manque sur une chaîne YouTube qui parle de l'environnement qu'il y a autour du jeu de société. Moi j'ai essayé de reprendre un petit peu le flambeau à ma sauce, mais c'était complètement différent, forcément, de personnalités différentes, de façons de voir les choses différentes. C'était pas l'Udema. Voilà, donc je vous invite à retourner voir les vidéos de l'Udema. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'était plus peut-être un podcast qu'une vidéo, parce qu'il n'y avait pas trop de vidéos. En tous les cas, je vous souhaite une très très bonne journée. On se dit à très bientôt pour des parties. Alors je ne sais pas de quoi encore. Peut-être du Horror Arkham 3ème édition. J'ai bien envie de reprendre des parties d'Arkham 3ème édition et j'ai bien envie de faire du Gloomhaven parce que, alors numérique ou physique, j'ai fait des vidéos sur Gloomhaven, les Mâcheurs du Lion, une vidéo qui a explosé au niveau de ma chaîne, 2000 vues, un truc incroyable, 2000 vues, alors que ma moyenne c'est plutôt du 150 vues, hein, voire du 100 vues, voilà.
Mais quand on prend un jeu actuel qui vient de sortir et qu'on est dans les premiers à faire une vidéo, apparemment ça a un gros impact quand même, hein. Du moins un gros impact sur une petite chaîne. Voilà. Donc oui, bientôt à nouveau des parties de Horror Cam 3ème édition ou du Gloomhaven version numérique, je vais voir. Mais en tous les cas, ou même du Twitch Gloomhaven, je ne sais pas. Je vais voir. En tous les cas, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas les commentaires, les abonnements, les cloches, les machins, les trucs. Voilà, faites bouger les algorithmes de YouTube. Je n'ai pas pour habitude de vous demander de le faire, mais comme c'est comme ça que ça marche, eh bien, il faut le faire. Il faut le faire pour faire vivre une petite chaîne comme la mienne. Voilà. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.